comment former, comment développer, on l'entendait tout à l'heure, cet appel à la formation de pharmaciens au-delà de l'officine. Et pour en parler, vont me rejoindre Jean Cross, donc, qui est ancien enseignant à la faculté de pharmacie de Toulouse, qui est membre également du conseil scientifique de la Fondation Pierre Fabre. Venez me rejoindre ici, Jean Cross. Qu'on peut applaudir au passage. Alain Carayon également, qui est hospitalier universitaire, qui a une spécialité en biochimie, biologie, qui a fait beaucoup de recherches et puis qui a travaillé, vous le verrez, pendant plus de 10 ans sur la coopération en santé, alors en Cambodge, Madagascar, Mauritanie, donc Afrique-Asie, qui sont au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Vous êtes intervenu, vous avez vécu dans ces pays, vous nous raconterez la manière dont vous avez vu les choses évoluer. Et puis Anne Dufat, qui est franco-vietnamienne, qui est diplômée de la faculté de pharmacie de Paris, qui enseigne aujourd'hui. Et vous y enseignez notamment le contrôle des médicaments, mais aussi les produits d'origine naturelle. Vous êtes responsable du master qualité des produits de santé. Première question peut-être, on a parlé beaucoup de ce qu'est un médicament, un faux médicament, une contrefaçon, un médicament qui a un principe actif, qui peut être actif ou moins actif selon la manière dont il a été fabriqué ou conditionné. On imagine que tous les pharmaciens sont au courant et savent faire rapidement la différence entre un bon médicament ou un faux ou mauvais médicament. Ce n'est pas si simple que ça, Jean Cross. Vous l'avez constaté dans le Mékong, où vous êtes rendu, entre autres. Vous avez parfois des pharmaciens qui vont proposer aussi des médicaments moins chers à leurs clients ou à des patients parce qu'ils s'aperçoivent que les patients ne peuvent pas payer. C'est quelque chose qui a souvent été raconté. Françoise Nepveu, qui travaille aussi à vos côtés et qui est en charge, qui enseigne également dans le Mékong, raconte souvent aussi cette anecdote. Il y a quand même encore un travail de sensibilisation à faire auprès des pharmaciens eux-mêmes. Attendez, prenez le micro. Voilà, allez-y. Et puis Anne Dufat pourra aussi compléter d'ailleurs selon ce qu'elle a vu, elle, au Mékong. Je pense que ça pose un problème, et au Laos ou dans d'autres pays, en Asie ou en Afrique, on le voit au Togo, et dans d'autres pays, c'est la formation, le niveau de formation initiale des pharmaciens. Ça, c'est un grand problème. C'est un très, très grand problème. Et quand, il y a quelques années, nous avons fait à plusieurs l'audit de certaines facultés de pharmacie, et avec notre ami Alain Carayon, en particulier à Phnom Penh, au départ, il y a 10 ans, rappelle-toi. Rapprochez bien votre micro, qu'on vous entende bien. Et également, donc, au Laos, où là, c'était vraiment la catastrophe. Je dis bien la catastrophe, où le niveau des pharmaciens était excessivement bas, et le niveau des enseignants, je dis bien des enseignants, formés après la décolonisation dans l'école russe, ou bien l'école allemande à Potsdam, ou l'université de Lubumbashi à Moscou. Donc, c'est encore la catastrophe de ces collègues enseignants qui, je ne veux pas être méchant, mais qui polluent la formation des pharmaciens, des jeunes pharmaciens dans les officines. Alors, quand vous dites la catastrophe, très concrètement, qu'est-ce que vous avez trouvé au niveau soit de la formation des pharmaciens, soit des pharmaciens exerçants, qui vous a choqué à un tel point ? Ça a choqué parce que notre problème que nous avons au niveau de la Fondation et avec tous mes collègues universitaires, c'est d'abord de respecter les besoins du pays. Il n'est pas question de copier un système d'enseignement français ou anglais. Il n'en est pas question. Il faut donc s'adapter aux syllabus qui ont été élaborés, soit au niveau national ou maintenant de plus en plus au niveau multinational. Par contre, c'est d'aller, et ça personne ne le fait, d'aller dans le contenu des enseignements. Et le problème, il est là. Et c'est difficile de dire à un collègue asiatique ou à un collègue africain, le cours que vous faites me rappelle le mien il y a 50 ans. C'est excessivement difficile. Et c'est là de revenir sur la base, de dire, écoutez, la pharmacologie, la chimie analytique, la bonne connaissance du médicament a évolué depuis 30 ans. Et il faut donc que vous formiez des jeunes de bon niveau selon les besoins de votre pays. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire d'enseigner selon les compétences. Selon les compétences. Et ça, c'est pas facile. C'est la formation initiale. Nous allons en parler certainement tout à l'heure. Je ne parle pas de formation de spécialistes, parce que pour former des pharmaciens de base, il faut former des formateurs. Il faut donc que nos jeunes africains, asiatiques, soient de très bon niveau.
Comment ont réagi vos confrères, vos collègues, justement, Laos, Vietnam, Cambodge, vous êtes allés, vous me dites on a découvert une formation qui était obsolète, qui était catastrophique. Vous utilisez le mot sur place, qui vous rappelait celle que vous aviez eue il y a 50 ans, et qu'il était temps de remettre à niveau tout simplement pour aller de l'avant en matière de médicaments. Comment est-ce qu'ils ont réagi au départ lorsque vous êtes arrivé et que vous leur avez dit ça? Il est bien évident que ce que nous avons fait au départ, c'était avec l'aval des autorités. Et je prendrai l'exemple du Laos que nous connaissons bien. Nous avions eu la chance d'avoir à l'époque un ministre remarquable. Et c'est lui qui a incité les collègues, les confrères, à venir nous écouter et à venir et à tenter de les former, les modifier avec un grand problème. Aussi, je parle du Laos, mais c'est mauvaise connaissance du français, mauvaise connaissance de l'anglais. Et maintenant, nous avons changé un petit peu. Il y a la Thaïlande à côté, où il y a de très bonnes formations, et de demander à nos collègues thaïlandais de bonnes universités de venir enseigner dans nos facultés laotiennes. Avec vous, on rentre tout de suite dans le vif du sujet qui est la formation et cette action auquel la Fondation Pierre Fabre a pris place aussi, qui est de créer un master spécifique pour la pharmacie dans les pays du Mékong. Vous avez tenu à nous le présenter, on va peut-être voir les diapos tout de suite, justement sur l'organisation même de ce master, Jean Cros. Bon, écoutez, l'organisation du master transrégional vient d'un concours de circonstances et de discussions que nous avons eues avec nos collègues parisiens en particulier, avec le professeur Tilquin, et également avec la volonté d'un de nos collègues, malheureusement également disparu, qui est l'ancien recteur de l'université de pharmacie d'Hanoï, qui a voulu que l'on travaille ensemble en véritable partenariat. Madame Dufat vous parlera tout à l'heure, elle rentrera dans le détail de ce master, qui est un master de formation de spécialistes, post-diplômés, mais délocalisé. C'est-à-dire, c'est un enseignement sur 2 ans, d'abord entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos, où il a fallu la première année, effectivement, voir un petit peu comme le niveau des étudiants pharmaciens, des diplômés pharmaciens était différent, de les remettre tous à peu près au même niveau. Madame Dufat vous en parlera. Et ensuite, et donc avec plusieurs universités, que ce soit Marseille, que ce soit Toulouse, que ce soit Paris-Descartes, et là nous avons monté un véritable réseau d'universitaires qui bénévolement viennent enseigner la même chose qu'ils ont enseigné en France, mais adapté au pays. C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'on va voir là le détail sur la slide suivante de l'organisation de ce master. Vous faites quand même ce constat sur place d'un enseignement que vous jugez dépassé, rétrograde, catastrophique, il est temps de faire quelque chose. Quelle est votre démarche à ce moment-là? On part sur un copier-coller, après tout on pourrait prendre l'enseignement qui se fait dans n'importe quelle faculté de pharmacie de France et puis aller le transmettre ou le transposer de la même manière là-bas. Non, ce n'est pas un papier-collé. Madame Dufat vous parlera, elle, de la qualité. On en a parlé tout à l'heure. Des méthodes identiques, quel que soit le pays. Il y a aussi quelque chose que nous avons oublié de parler aujourd'hui, on en a peut-être parlé un petit peu, c'est l'efficacité, la sécurité. C'est bien beau. Je ne parle pas de faux médicaments, je ne veux pas en parler. Mais le médicament de qualité doit être aussi sécurisé. Il est bien évident qu'un malade caucasien, c'est-à-dire nous, un malade d'ici, réagira différemment qu'en Asie ou différemment en Afrique. Donc il faut absolument, avec le polymorphisme génétique, connaître et faire, ce dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, une pharmacologie clinique. Et quand on parlait tout à l'heure, quand nos confrères parlaient tout à l'heure d'essais de médicaments, d'obtention de l'AMM, de demander à des industriels qui veulent s'impliquer dans tel ou tel pays, eh bien, de faire des essais de pharmacologie clinique. Donc de former des pharmacologues cliniciens pour essayer le médonné sur des petites cohortes, mais voir si le Congolais, voir si le Biafrais va répondre d'une manière identique aux petits Français. Ça, c'est très important ce que vous dites. On ne peut pas faire des médicaments ou faire des copier-coller parce que les corps, les morphologies des azotes, mais aussi les systèmes, la météo, le système alimentaire, le système de vie ne réagit pas de la même manière. Ce n'est pas universel et donc on ne peut pas enseigner tout à fait de la même façon. Comment est-ce que l'on adapte, en question de méthodologie cette fois-ci, comment est-ce que l'on adapte un enseignement que l'on maîtrise totalement ici à des besoins qui peuvent être spécifiques
de manière régionale. Jean Cros ou bien Anne Dufat, laquelle veut répondre? Oui, alors moi... Il marche. Approchez-le vous. Oui. Voilà, approchez-le bien de votre bouche. En ce qui me concerne, déjà, je dois souligner que les enseignements, ils n'ont pas été délocalisés comme ça sur une vision, on va aller délocaliser dans tel ou tel pays. C'est quand même basé sur une collaboration, en tous les cas en ce qui nous concerne, depuis plus de 18 ans. Où on a reçu les premiers étudiants qui étaient de la faculté de pharmacie de Hanoï et pour lesquels il y avait les premières bourses pour pouvoir se former, en fait. Et petit à petit, on a eu toute une génération, des générations successives d'étudiants qui sont venus se former. Donc déjà, on avait des interlocuteurs pour monter ces programmes d'enseignement. Alors, concernant l'adaptation du programme, en fait, comme c'est une formation délocalisée, ça signifie que les enseignements sont faits en français, puisque ça conduit à un diplôme français, et que malgré tout, il faut adapter l'enseignement. Alors, en ce qui concerne la qualité, il y a des aspects réglementaires. Donc, moi, ce que j'enseigne en France, c'est la réglementation européenne. Et donc, mais je fais travailler la réglementation également ASEAN. Et actuellement, il y a une feuille de route. Alors, je ne sais pas si parmi vous, tout le monde connaît l'ASEAN. C'est l'équivalent de l'Union européenne, si on veut faire très très vite sur l'Asie. Sur 10 pays, donc, qui a pour objectif de se doter d'un marché unique, en particulier une libre circulation des personnes et des produits. Par contre, effectivement, il y a une hétérogénéité de réglementation, en particulier pour les médicaments. Il y a des produits qui ne sont pas du tout, il y a des pays qui ne sont pas du tout producteurs, comme le Laos. Le Cambodge, il importe des pays fabriqués du Vietnam et ils ont une petite industrie locale qui commence à se développer, mais toujours est-il que ces pays doivent, donc il y a Laos, Cambodge, Vietnam, etc., mais qui doivent commencer à mettre en place une réglementation d'ici 2025 pour avoir cette libre circulation au sein de l'ASEAN. Justement, excusez-moi, je vous ai coupé, mais c'est très intéressant ce que vous dites, puisque c'est un cas d'école. On a parlé beaucoup de l'Afrique depuis ce matin. On dit qu'il y a des choses qui sont possibles à plusieurs États, dans des sous-régions également. En même temps, on voit que même dans des sous-régions, on peut être dans des situations qui sont très différentes d'un pays à un autre. Comment est-ce que vous avez amené 3 pays, donc Laos, Cambodge, Vietnam, à aller sur un cycle commun d'enseignement, sachant que ces 3 pays sont certes frontaliers, mais étaient dans des situations et d'enseignement et de distribution du médicament ou de fabrication du médicament quand même très hétérogènes. Oui, mais écoutez, les étudiants, ils sont très studieux. C'est le secret, ça. C'est le secret, ils apprennent leurs leçons. Non, ils sont très attentifs et très curieux et vraiment, c'est très agréable d'enseigner pour ces étudiants. Jean, quand je vous pose la même question, comment, même si on est sur une zone assez précise, mais on est quand même sur des pays hétérogènes, on avait des situations politiques hétérogènes, des gouvernements ou des types de gouvernements qui sont très différents et des attentes des populations différentes. Quel est le secret pour arriver à faire une formation qui convienne à tous et qui agrège des populations différentes? Je dois dire que c'est pas facile de répondre à votre question. C'est pour ça que je la pose. Pas facile. Mais lorsque nous avons cette idée et que nous avons présentée au conseil d'administration de la Fondation, je peux vous dire qu'il y a eu de nombreuses discussions en disant oui, bon, on connaît les mauvaises relations qu'il y a entre le Cambodge et le Vietnam. Quant au Laos, bon, ils sont vraiment isolés, etc. Vous n'y arriverez pas. On y est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la volonté à l'époque des différents ministres. Et je vous parlais tout à l'heure de collègues français qui connaissaient parfaitement bien leurs collègues asiatiques, et ils nous ont fait confiance. Ils ont fait confiance à la Fondation, qui, en plus de la compétence
qu'ils apportent par leurs liens que nous avons avec les universités françaises, avec le réseau que nous avons monté, le soutien également aussi financier, et également aussi un soutien, il ne faut pas l'oublier, ça, c'est que nous avons précédemment, et nous continuons à le faire dans d'autres pays, soutenu, et nous continuons à soutenir la formation des pharmaciens initiaux, la formation pratique. Car ce que je dois dire, et nos collègues africains le savent bien, le grand problème de la pharmacie, du moins de la formation des pharmaciens, est une formation de plus en plus théorique. Et ce que nous avons malheureusement en France. Il y a peu d'universités africaines, je crois qu'il y en a 12 ou 13, qui ont encore des travaux pratiques que nous faisions. Je regrette, c'est comme si le médecin apprenait la médecine sans malade. Nous, le pharmacien, sans paillasse, sera et restera un mauvais pharmacien. Donc, monter des travaux pratiques. On parlait de contrôle. Comment voulez-vous ensuite former développer des laboratoires de contrôle? Eh bien, avec des gens qui ne savent même pas tenir, je m'excuse, une pipette. Et je reviens quand même à ma question initiale, professeur Cros. Comment sur des niveaux très hétérogènes, avec des pays très différents, j'essaie de voir aussi les facteurs qui ont permis d'avancer dans ce qui vous semble très simple et qui pourraient être transposables dans d'autres régions du monde ou dans d'autres pays. Comment est-ce que l'on arrive à avoir un master qui soit commun, qui agrège des étudiants et où finalement les choses semblent faciles à vous écouter? Anne Dufat. Eh bien, sur le terrain, en fait, d'un point de vue pratique, on fait travailler les étudiants ensemble. Donc, s'ils ne parlent pas bien français, ils parlent en anglais, mais on mixte des travaux, on mixte des groupes pour des travaux ponctuels, après de présentation ou bien de manipulation. Et donc, il y a une entraide formidable et vraiment, ceux qui en savent plus expliquent à ceux qui en savent moins. Et franchement, il y a vraiment une très bonne collaboration, en tous les cas, pour le Laos, le Vietnam et le Cambodge. Et d'ailleurs, ils gardent des liens. Là, il y a tout un réseau qui s'est formé. Et... Jean Cros. Je dois dire aussi, il y a deux choses importantes. C'est le rôle important de nos collègues universitaires français, qui bénévolement vont passer souvent 8 jours, quittent les fonctions hospitalières, quittent leur laboratoire, et qui viennent bénévolement, pendant 8 jours, enseigner. Et ils ont un rôle, quel que soit leur titre. Je vois même notre collègue, des doyens, qui vont enseigner, et qui vraiment tous reviennent en disant, écoutez, ça a été formidable, on a passé 8 jours avec eux, on a pu enlever nos vestes, je m'excuse en disant ça, mais des choses très simples, de vivre avec eux. Et ça a motivé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'également aussi, pour la Fondation, nous avons une personne qui est dédiée, pharmacienne, qui est dédiée sur place et qui suit, qui coordonne l'action de la Fondation en matière de formation. Aujourd'hui, combien d'étudiants diplômés de ce master et où sont ces étudiants? Est-ce qu'ils sont en officine? Est-ce qu'ils sont ailleurs? C'est simple. Nous en sommes à la 5e promotion. Nous avons formé 70 spécialistes, à peu près. Eh bien, 30% sont dans le secteur privé, industrie, émergente ou pas, déjà dans des grosses structures internationales, surtout au Vietnam. Nous avons ensuite le deuxième tiers occupe déjà des fonctions dans les agences du médicament, et le dernier tiers, les meilleurs, continuent, et nous continuons à les soutenir grâce à l'AUF, grâce aussi à la coopération française, et nous grâce évidemment à la Fondation. Ils poursuivent en doctorat, en PhD. Moi, j'ai une étudiante qui est en Corée, qui a pu obtenir une bourse, donc une reconnaissance du master, et qui continue un doctorat en Corée. Donc formation, on va dire, d'excellence, et où on ne forme pas uniquement du pharmacien d'officine, mais vous l'avez bien dit, on a des pharmaciens en laboratoire, on a des pharmaciens qui vont aussi exercer probablement des missions de contrôle, des pharmaciens au niveau étatique qui vont avoir un autre regard et un autre rôle sur le médicament. Pour la suite, un rôle important pour la mise en place, la construction en fait d'une réglementation en matière de médicaments. Et je dois souligner que le doyen de la faculté de pharmacie de Hanoï
qui fait partie des instances d'évaluation de médicaments, insiste pour maintenir cette formation parce qu'il s'aperçoit qu'au niveau de ces instances à lui, il y a quand même encore des gens réfractaires et qui n'ont pas forcément une bonne connaissance pour l'évaluation. Autre élément important, et qui n'est pas qu'un point de détail, la demande sur place était de faire un diplôme qui ne soit pas un diplôme français, entre guillemets, mais qui soit un diplôme de niveau international, reconnu internationalement. Ça, c'était quelque chose d'important, Jean Cros. Mais la France, elle est reconnue, la France. Les diplômes français sont reconnus. Oui, mais on n'était pas sur un diplôme obtenu d'une université française, on est sur un diplôme qui ouvre des horizons internationaux beaucoup plus forts. C'était ce que vous m'aviez expliqué lorsqu'on préparait justement cette table ronde. Ceci varie, ce que nous allons discuter, varie en fonction du pays. Il est bien évident, en particulier puisque ce master dure 2 ans, une première année préparatoire et puis une année de master que nous appelons master 2, eh bien, il y a certains pays, des 3 pays, certains d'entre eux, 2 d'entre eux reconnaissent le diplôme, l'autre, c'est beaucoup plus difficile. Et ce d'autant plus que, je peux parler du Vietnam en particulier, d'autant plus que les Vietnamiens exigent aux étudiants pour qu'ils s'inscrivent au master d'obtenir déjà un diplôme de connaissance du français, le DELF 2. Et nous avons une étudiante, on a un exemple d'une étudiante qui n'avait pas le diplôme, qui a voulu quand même s'inscrire, et elle a des grandes difficultés, parce qu'elle ne parlait pas français. Mais maintenant, je peux vous assurer qu'elle parle très bien français. Eh bien, une reconnaissance de son diplôme par la France, par l'international. Problème, elle a un M2 de l'université Paris-Descartes quand même. Alain Carayon, vous avez travaillé, vécu en Asie comme en Afrique. Alors, est-ce que ce modèle d'un master qui est monté, qui est d'un niveau international, qui est un niveau d'excellence, qui ne forme pas que des pharmaciens d'officine, mais qui va former des pharmaciens capables d'agir sur un maximum de chaînons de cette chaîne du médicament, est-ce que ce modèle est transposable en Afrique, par exemple ? Avant de répondre à votre question, c'est vrai, j'ai vécu pendant plus de 15 ans dans effectivement 4 pays, 2 continents, Afrique et Asie, et cette situation un peu singulière ne me donne pas de privilège particulier, mais au contraire, je trouve une certaine humilité. J'en ai tiré en tout cas, au-delà d'une expérience, je l'espère, solide, j'en ai tiré 2 enseignements. Le premier, c'est l'extrême diversité, je reviendrai là un tout petit peu en arrière, pardon de ne pas tout de suite répondre à votre question. L'extrême diversité des situations, je ne crois pas à la mise en place d'un système de lutte contre les médicaments qui soit univoque. Les pays, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient en Afrique, sont extraordinairement différents. Le constat de base peut être le même, c'est-à-dire la déficience du système pharmaceutique. Mais les causes sont-elles extrêmement différentes, voire parfois diamétralement opposées. Ça peut être des situations culturelles, juridiques, de formation. Bref, donc ça, je n'y crois pas. Le deuxième enseignement, c'est, et je suis heureux que nous en parlions avec Jean Cros et ma collègue, c'est la formation. On n'en a effectivement pas beaucoup parlé, mais je suis vraiment un adepte de cette cible. Alors pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit très justement, c'est notre savoir-faire. Beaucoup de personnes qui sont dans cette salle y ont largement contribué. Deuxièmement, ça a un effet multiplicateur. C'est-à-dire qu'en formant l'excellence, on arrive par un effet pyramidal, à former le reste de la population. Ce n'est pas à nous à le faire. Un exemple, c'est vrai que j'ai connu le Cambodge en 93. Phnom Penh était une zone absolument dévastée. Je vous rappelle qu'en 1979, il restait exactement 27 médecins et 2 pharmaciens au Cambodge. Comment, après les accords de Paris, est-ce que le système de santé de ce pays a-t-il été régénérer, restructurer complètement si ça n'est pas par la formation, et uniquement par la formation. Nous sommes très loin des budgets dépensés, je le dis très honnêtement, je n'ai plus mon devoir de réserve, très loin des budgets, pendant ces 15 années, des budgets dépensés par l'AFD, très loin. Et pourtant,
600 médecins ont été formés par la France et je l'ai confirmé encore ce matin, 93 thèses de pharmacie ont été soutenues. Dans ces 93 thèses, une grande partie l'ont été effectivement grâce à l'appui de la coopération française, mais aussi de la Fondation Pierre Fabre et aussi de la Fondation Mérieux. C'est cette situation, encore une fois pyramidale, en intervenant sur l'excellence, sur l'élite, qui a permis la reconstruction. Elle n'est pas encore parfaite, certes, mais la reconstruction de l'ensemble de ce système de santé. Voilà pourquoi je suis un fervent défendeur de ce... Ça ne résoudra pas tout, hein, je suis tout à fait d'accord. Je suis un peu dommage qu'on n'ait pas rebondi sur la proposition d'un de nos collègues tout à l'heure sur le vrai médicament. C'est vrai que ça part sur un constat qui est exact, c'est-à-dire l'échec total, malgré les procédures extrêmement coûteuses de la lutte contre la drogue. C'est dommage qu'on ne s'appuie pas sur ce résultat. Mais néanmoins, la lutte contre l'identification du vrai médicament se heurte. Qui va être qui va labelliser ces vrais médicaments? Voilà le gros problème. Et on retombe un peu sur une grosse difficulté. Mais encore une fois, je reviens sur la formation. Pour moi, c'est vraiment, si on veut essayer d'être efficace, avec entre guillemets peu de moyens, je pense que c'est vraiment le maître mot. Alors justement, je vous repose ma question puisque la formation est au cœur pour vous de la lutte pour le vrai médicament, et donc la formation de professionnels du médicament. Est-ce que le modèle qui a été monté sur ce master du Mékong est reproductible ailleurs, alors que ce soit en Asie ou que ce soit dans des pays d'Afrique ou des zones d'Afrique que vous avez connues? Sûrement. Encore faut-il, j'allais dire, et je me tourne vers Jean, je vais froisser sa modestie, encore faut-il qu'il y ait des hommes et une volonté considérable. Il ne s'est pas fait en une seule année pour pouvoir conduire ce projet et l'adapter. Bien évidemment, Jean l'a rappelé, le Laos et le Vietnam et le Cambodge ont des difficultés relationnelles, culturelles, ce ne sont pas les mêmes. C'est sûrement la même chose en Afrique. Donc, bien sûr, le modèle est le reproductible entre guillemets. Encore faut-il qu'il y ait un leader pour pouvoir le conduire. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors notamment on l'a vu en Afrique, on n'arrive pas encore à avoir cette coopération ou ce modèle d'enseignement un peu plus aussi fort, aussi simple que nous présentent Jean Cros et Anne Dufin? Je dois dire personnellement, concernant l'Afrique, bien que certains d'entre eux, je me tourne vers notre collègue Edmond Crépy, qui souhaite ardemment que nous créions un master en Afrique, mais ne mettons pas, comme certains le disent, la charrue avant les bœufs. Formons d'abord des bons pharmaciens, et c'est ce que nous faisons. Nous essayons de faire d'une part à Madagascar, avec l'université de Grenoble en particulier, ce que nous faisons au Togo avec plusieurs universités. Formons d'abord des pharmaciens, formons des formateurs. Dans les universités, ces deux que je viens de citer, il y a un seul professeur, je crois même pas, n'est-ce pas, un seul professeur à Tananarive, pharmacien, deux, merci René. Il y en a un seul, qui est le doyen, vous me direz, au Togo, d'accord? Et donc maintenant, nous avons comme projet de former, beaucoup de thèses de PhD vont être soutenues, tant par les jeunes malgaches que par les jeunes togolais. Bientôt, nous réussirons à avoir un socle important. Et là, à partir de ça, on pourra aller voir nos collègues d'autres pays pour dire, on va monter une formation transrégionale. Et peut-être même avant. J'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il est bien évident que peut-être, ce sera peut-être à partir de ces pays-là que nous monterons une formation transrégionale. Alain Carayon, vous vouliez compléter? Oui, alors, la formation, il y a un autre point, et ça a été souligné par un de nos collègues tout à l'heure, c'est la formation de l'élite. Encore faut-il l'accompagner, cette élite, et faire en sorte qu'elle ne s'évapore pas. Ça a été souligné à plusieurs reprises, et là, il y a absolument un accompagnement qui est extrêmement important. Et je crois, de mon expérience, pouvoir le dire, peut-être plus difficile en Afrique qu'en Asie. Sur quel point, par exemple, concrètement? Intégration des élites dans le système décisionnel du pays.
que cette élite ait les moyens de mettre en œuvre leur excellence. C'est un petit peu plus facile en Asie qu'en Afrique. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je vous donne un exemple qui n'est pas un exemple pour la pharmacie, mais qui a été un exemple pour la médecine au Cambodge. Nous avions réussi à obtenir avec le ministère de la Santé que les 10 meilleurs, à ce moment-là c'était des AFS, que les 10 meilleurs AFSA soient systématiquement intégrés dans le système public. Et ça a été tenu par les autorités cambodgiennes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des chefs de service et des décideurs dans son pays, pas tous, ont été formés par l'école française. Et donc, ce qui permet également aussi, lorsqu'on forme des pharmaciens, d'avoir accès à des postes de contrôle ou des postes de responsabilité. La relation inverse existe. Je ne citerai pas le pays par pudeur et puis parce que ça ne change rien, dans lequel j'ai effectivement vécu. Vous avez la situation inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faculté de pharmacie, il n'y a pas d'école de pharmacie, il n'y a aucun enseignant de pharmacie et vous avez un système pharmaceutique que je n'ose pas décrire. On en a très peu parlé ce matin. D'ailleurs, le pays est complètement absent des cartes. Mais je peux vous dire que dans le trafic du faux médicament, c'est difficile de faire mieux. À la fois, même en ce qui concerne la fabrication. Et je vais même aller plus loin, la fabrication par des usines européennes. Donc, voyez, encore une fois, c'est le constat que j'ai fait. Il y a une relation presque directe entre la qualité de la formation et la qualité de l'élite et, entre guillemets, au moins la lutte contre les faux médicaments. Anne Dufat, justement, dans cette formation d'excellence ou de qualité de l'élite, comme dit Alain Carayon, et de personnes qui vont avoir des postes qui ne seront pas que des postes d'officine, mais des postes de responsabilité, de contrôle, de nomination également derrière, vous l'espérez. Vous accentuez aussi, vous mettez l'accent sur l'éthique, la notion d'éthique lors des cours. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, lors de travaux pratiques pour faire un dosage de médicaments, s'il y a des mauvais résultats, on doit chercher les causes. Et donc, il y a par exemple, pour ceux qui ne sont pas pharmaciens comme vous, pour qu'on comprenne bien. Par exemple, on trouve un résultat qui doit être pour que le produit soit conforme aux critères d'acceptation. L'étudiant doit, même si c'est un médicament que j'ai ramené de France pour être contrôlé, en principe, il doit être bon. Mais malheureusement, il est arrivé que le résultat n'était pas bon. Il faut que j'insiste avec l'étudiant qu'il décortique toutes ces manipulations de façon à trouver la cause d'erreur et qu'il ne me rende pas un résultat bon alors qu'effectivement, il devrait être bon. Il sait qu'il devrait être bon, mais on cherche la cause. Et vraiment, j'insiste sur le côté honnêteté et qu'il ne faut jamais rendre tout de suite un résultat, même s'il sait qu'il est bon. S'il ne le trouve pas bon, il faut qu'il en cherche la cause. Voilà. Jean-Croix, en matière de formation, on a vu, former des pharmaciens est indispensable tout de même lorsque l'on parle de médicaments, mais vous allez au-delà, former des pharmaciens ne suffit pas puisqu'on est quand même sur une chaîne de responsabilité lorsque l'on va lutter contre les faux médicaments. Comment est-ce que l'on peut étendre cette formation ? On en a parlé pratiquement toute la journée. Il est bien évident qu'aussi que l'indépendance des différents acteurs de la chaîne du médicament, quand je parle d'indépendance, par rapport à leur pouvoir politique, est quelque chose de très important. Former des inspecteurs, par exemple, de pharmacie. Ça, c'est la base. Mais qu'ils soient totalement indépendants. Voilà. Et ça, je crois que c'est la base. La base. Les ordres, on en a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas ? Que les ordres aussi jouent un rôle important. Voilà. Et les ordres, ce matin, on a beaucoup parlé, pendant toute la journée également aussi, du médicament de santé humaine, mais il y a les grands problèmes du médicament vétérinaire. C'est excessivement important. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Et il y a des publications sérieuses qui commencent à parler de
des médicaments vétérinaires et de leur implication, en fait tout le monde le sait maintenant, sur les problèmes de résistance aux antibiotiques, etc. Donc il faut des inspecteurs, il faut des gens totalement indépendants, c'est pas facile à mettre en place. Intègre, nous dit Anne Dufat. Ouais, intègre, c'est pas facile. Comme il faut que les médecins comprennent que la pharmacologie, c'est la base de la thérapeutique, et que des médecins puissent faire des essais cliniques sur de leurs propres malades, avec des points d'impact internationaux. Également aussi de suivre ce qu'on appelle la pharmacovigilance, qui fait partie, ça, notre collègue et ami Anne Roussin est beaucoup plus compétente que moi pour en parler, mais la pharmacovigilance est quelque chose d'excessivement important dans la formation des... Alors, et concrètement, on s'y prend comment? On amène des pharmaciens à faire des modules de formation dans d'autres professions, ou on amène d'autres professions vers les modules de pharmaciens? Anne Dufat, allez-y. Déjà formés correctement dans leur domaine de compétences. Vous savez, on a essayé quelque chose qui a à peu près bien marché. Rappelle-toi, quand on a créé le master, les premières années, on a été en relation avec l'IRASEC, qui était une structure CNRS, université, ministère des Affaires étrangères à Bangkok. Et là, nous avons monté, je crois que tu étais à ce moment-là, on a monté une semaine de formation sur la contrefaçon des médicaments. Et nous avons demandé, on a réussi, à avoir dans la salle des douaniers, des policiers, qui sont venus pendant, je ne dis pas suivre entièrement l'enseignement, mais qui ont été là, et qui ont été à l'initiative de créer, au Cambodge en particulier, un laboratoire de police. Donc les décloisonnements sont possibles. Alain Carayon, vous vouliez élargir justement sur cette nécessité de former au-delà des pharmaciens, sur d'autres professions. C'est évident, ça a été d'ailleurs soulevé ce matin et ça a été repris par Jean Cros, effectivement, la formation des douaniers, la formation des policiers. La formation des douaniers, je vous ai relaté cette anecdote parce qu'elle m'a beaucoup frappé. Le pays que je n'ai pas cité tout à l'heure, qui est un pays assez déserrant, qui a un aéroport où on rentre, on sort tout ce qu'on veut sans absolument aucun problème. Et je m'étais concerté avec mon collègue qui était, j'allais dire, conseiller auprès du ministre de l'Intérieur, donc qui s'occupait des douanes, pour former les douaniers justement à la recherche des faux médicaments. Et je reçois un coup de téléphone, je vous l'avais raconté, vers minuit, le vol d'Air France arrivant. Donc les douaniers vont faire leur formation, ils étaient 2 ou 3, ça ne coûte pas cher, au moins c'est l'avantage, ils sont partis pendant 1 semaine auprès des douanes françaises, ils reviennent et quelques mois après, je reçois vers minuit un coup de téléphone de l'ambassade parce que l'épouse d'un des personnels de l'ambassade s'était évanouie. Qu'est-ce qui s'était passé? En réalité, les douaniers qui avaient été formés dans ce pays, grande déshérence, étaient tout heureux d'avoir appliqué ce qu'ils avaient appris. On leur a fourni un logiciel très simple qui permettait de suivre la traçabilité, vous savez, la traçabilité des passagers. Et ils avaient utilisé avec beaucoup de célérité ce logiciel. Ils s'étaient aperçus que cette personne de l'ambassade, la femme d'un haut personnel de l'ambassade en plus, avait fait multiples voyages dans les semaines qui précédaient son retour dans ce pays. Et donc ils l'ont intercepté, ce qui ne se fait jamais, y compris encore plus avec un passeport diplomatique, mais tout heureux. Et bien évidemment, ils ont soulevé, c'était pas un trafic de médicaments, mais c'était un trafic aussi grave qu'il y a eu évidemment les répercussions que vous imaginez et que l'ambassade de France, bien évidemment, n'a absolument pas couvert. Donc vous voyez comment une formation peut avoir un impact, et une formation d'une semaine, ça a suffi. Impact rapide. Anne Dufat, dernière question avant de laisser la parole à la salle. Est-ce que vous voyez une différence entre les nouvelles générations d'étudiants pharmaciens qui arrivent chez vous et celles que vous avez pu côtoyer il y a, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans? Est-ce qu'ils ont une approche différente de cette problématique du faux médicament? Est-ce qu'ils ont des réflexes aussi qui ne sont pas les mêmes? Vous parlez des étudiants en France? Non, des étudiants que vous voyez dans le master, justement. Est-ce que vous voyez une différence d'appréciation du master du Mékong? En Asie.
Ben là, il n'y a eu que 3 générations, finalement. 4. Oui, mais je vais avoir la 4e. Là... Vous me disiez que c'était pas si évident que ça, la différence encore de changement d'habitude. C'est pas une question d'habitude, mais qu'est-ce que vous entendez Non, est-ce qu'ils ont une appréhension une plus grande conscience en fait de cette lutte contre les faux médicaments? Est-ce qu'ils ont une plus grande éthique, une manière différente de voir les choses? Je sais pas, ou un appât du gain aussi peut-être qui va être moindre? Non, ils aspirent. Leur vision, c'est d'aspirer à occuper des postes importants pour contribuer à une meilleure qualité dans le domaine de la santé. Ouais. Non, ils ont une conscience quand même de contribution à l'amélioration de vie dans leur pays. Ouais, donc le but recherché, il commence à être atteint. Merci à tous les 3. On va se prendre quelques minutes justement si vous voulez leur poser des questions. Je vois les doigts qui se lèvent, des questions ou supplémentaires ou des remarques. On vous apporte le micro, madame ou monsieur. Merci. Bonjour, Pascal Millet. Donc, je suis hospitalo-universitaire à Bordeaux et avant, donc, j'ai pris la succession d'Alain Carayon à l'Université des sciences de la santé du Cambodge et j'ai eu le plaisir de côtoyer Jean et Anne et d'autres dans le cadre de ce master Mekong Pharma qui est extrêmement important à mon avis en termes de formation pour les pharmaciens. Je voudrais insister, vous n'avez peut-être pas suffisamment insisté dans la discussion autour de la formation des formateurs. Il me semble absolument important, et vous le faites très bien, d'associer aux enseignements des collègues vietnamiens, laotiens, cambodgiens, autour des enseignements pour leur transférer le savoir. C'est important parce que non seulement vous pouvez former des élites étudiantes, mais également vous pouvez contribuer à l'amélioration de l'enseignement au sein de l'université. Et ça, c'était capital pour moi, qui était conseiller du recteur, de pouvoir avoir reposé sur des professeurs qui étaient capables d'enseigner. Ils n'ont pas toujours joué le jeu, je dois le dire, et ça, c'est une problématique qu'il faut absolument approfondir. Et ils ne jouaient pas le jeu pour des raisons aussi pratiques, puisqu'ils gagnent $250 par mois, je pense, au niveau de l'université. Et ils ont besoin de travailler à l'extérieur de l'université, donc ils profitent quelquefois des enseignements des Français pour aller exercer ailleurs, à l'extérieur. Ça leur ils gagnent du temps comme ça. Et je crois et là, j'atteins la dimension administrative de l'université. Je pense qu'il est aussi important, dans le cadre des enseignements, de pouvoir profiter de ces enseignements et de cet apport de professeurs français, de compétences françaises, pour essayer d'améliorer le système administratif universitaire qui, s'il n'est pas amélioré, ne permet pas aux professeurs, même compétents, de travailler. Et là, nous avons un ensemble à prendre en compte. Et je crois que ce n'est pas simplement une collaboration unique qu'il faut faire entre la Fondation Pierre Fabre et les universités, mais également avec l'ensemble de la coopération française qui peut permettre de contribuer à l'amélioration parallèle à la fois des enseignements, de la compétence des professeurs et de l'administration. Jean Cros. Je voudrais ajouter un mot à ce que dit M. Pascal Millet. Il y a notre master, je pense, effectivement, c'est une réussite. Mais nous avons eu un échec important, c'est-à-dire que ce master est ouvert aux pharmaciens, mais également aussi aux spécialistes du médicament, ou à ceux qui veulent devenir spécialistes. Nous l'avons ouvert aux médecins, nous l'avons ouvert aux scientifiques. Nous n'avons jamais eu un candidat médecin, je ne dis pas pour le contrôle, mais par exemple pour la pharmacologie clinique. Aucun médecin. Le corporatisme médical, pharmaceutique, est très poussé dans de nombreux pays du Sud. Très poussé. Il n'était pas question d'aller suivre un enseignement. Moi, médecin, suivre un enseignement de pharmacie, il n'en est pas question, etc. Et ça, c'est un grand problème. Quant aux scientifiques, nous avons ouvert aussi à des scientifiques. On a eu, et nous avons pour la première fois, pour la 5e promotion, je crois une jeune Vietnamienne, non pharmacienne, qui est candidate. Et je pense qu'elle sera acceptée. Voilà, ça, c'est un échec. 20 ans de présence au Cambodge, j'ai eu, et Pascal, tu le sais bien, pour la première fois, j'ai eu une discussion
vraiment pédagogique avec le doyen de la faculté de médecine de Phnom Penh. D'autres remarques, madame? Merci de me donner la parole et félicitations pour organiser cette table ronde sur le domaine de la formation, qui est vraiment absolument capital dans la pharmaceutisation de tout le système pharmaceutique qui va de la production, enfin des autorités réglementaires, jusqu'à la dispensation auprès du médicament. Alors, un domaine qui a été abordé, mais je pense qu'on est allé peut-être un petit peu vite, c'est les pharmaciens formés pour le secteur public et en particulier pour le secteur hospitalier. On n'en a pas du tout parlé jusqu'à présent et je voudrais faire état d'une petite expérience à mon niveau, expérience d'ailleurs qui a été conduite avec un partenariat avec les fondations, la Fondation Pierre Fabre, la Fondation Mérieux, avec d'autres universités et aussi avec Alain Carayon quand il était en poste, c'était à Madagascar. Alors, à un moment donné, à Madagascar, c'était autour des années 2005, il y a eu une volonté du pays de mettre en place une formation des pharmaciens à Madagascar parce qu'il n'y avait pas de formation universitaire dans ce pays pour les pharmaciens. Et comme ils sont francophones, eh bien, tous les étudiants qui voulaient faire pharmacie venaient en Europe et de préférence en France. Et comme ils s'intègrent parfaitement au système français, très rapidement, ils obtiennent leur diplôme en France et ils ne retournent pas dans leur pays, si bien que dans ces années-là, 2005, il y avait 200 pharmaciens pour tout Madagascar, c'est-à-dire 20 millions d'habitants. Donc la situation était catastrophique et il y a eu là une vraie volonté, déjà de la part des Malgaches, à demander de l'appui pour pouvoir construire cette formation. Alors, j'ai tout à fait apprécié tout à l'heure que vous avez dit qu'il n'y a pas de modèle sur lesquels on peut se baser pour dire « bon, on va mettre en place telle formation parce que vous avez besoin de ça ». C'est certainement pas ça qu'il faut faire et ça a été parfaitement exprimé. C'est vrai qu'il faut déjà, avec les personnes du pays, travailler, connaître la situation, voir quels sont les besoins, la situation sanitaire au niveau du secteur public, du secteur privé et vraiment faire un bilan avec eux de quoi avez-vous besoin de façon à ce qu'on puisse les aider et puis qu'enfin une vraie relation de confiance puisse se mettre en place dans le cadre d'un partenariat complet qui soit à la fois universitaire, qui soit avec les fondations parce qu'elles ont un rôle très important sur le plan logistique et pas seulement financier mais apportent aussi une vraie expérience de terrain et puis une chose qu'on oublie, il y a les CHU et les CHU maintenant avec les pôles pharmacie des CHU ont une vraie mission dans le domaine des relations internationales et de l'aide dans le cadre de la solidarité pour la formation des professionnels de santé. Et c'est là que, justement, pour former des pharmaciens malgaches pour le secteur hospitalier, on a été extrêmement aidés par nos collègues français, praticiens hospitaliers où en France, le système est vraiment mature, il y a une vraie maîtrise de qu'est-ce que c'est que la pharmacie hospitalière, avec de l'approvisionnement, toute la gestion des stocks, jusqu'à la dispensation aux médicaments, et en ajoutant la pharmacie clinique, une vraie connaissance du système hospitalier. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'on a été très fortement aidés par nos collègues praticiens hospitaliers pharmaciens. Et il ne faut pas les oublier dans le système, parce que pour Madagascar, la situation, je pense que beaucoup la connaissent, c'est-à-dire que la plupart des pharmacies hospitalières sont concessionnées à des extérieurs, qui sont des grossistes répartiteurs, parfois qui n'ont pas forcément de compétences pharmaceutiques et qui jouent simplement un rôle d'approvisionnement, c'est tout, sans aucune interface avec les directions hospitalières. Donc ça, je voulais le souligner et je voulais poser la question aussi dans le système asiatique, donc j'arrive à la question puisqu'on s'est retrouvé parfois dans des problématiques un petit peu similaires. Je n'ai pas vu le volet hospitalier dans le système asiatique avec le master. Je vous remercie. Anne Dufat. Non, mais Anne, tu veux intervenir ? Donc, moi je m'appelle Anne Roussin et je suis responsable du Master 2 pharmacologie clinique, qui est donc dispensé en Asie du Sud-Est, un master transrégional. Donc pour aller dans le sens de ce que vous dites, effectivement, le rôle du pharmacien à l'hôpital, il est essentiel, et puis le rôle du pharmacien qui discute avec le médecin.
Et ce que je peux témoigner, c'est que ce que nous avons apporté sur la formation en pharmacologie clinique, parce que pour moi, la formation en pharmacologie des pharmaciens, elle est la base ensuite de la pharmacie clinique sur l'application de leurs connaissances dans le domaine de la distribution, de la vérification des ordonnances, etc. Donc, en fait, on a quand même pas mal d'étudiants qui sont partis à l'hôpital. Et je voudrais témoigner cette année sur, en particulier, ce qui se passe à Hanoï, où nous avons réussi à établir des échanges entre non seulement des étudiants asiatiques qui ont obtenu des places à l'hôpital, mais aussi des étudiants français qui vont faire des stages. Et ça, c'est extrêmement profitable pour les Français, les jeunes Français, comme pour les jeunes Asiatiques. Ce master a quand même contribué à mettre en place des relations entre tous ces pays et ces échanges. Et ça, à l'ère de la formation internationale des étudiants, c'est quand même un point très important. Et donc, j'ai eu des témoignages comme quoi, dans des hôpitaux publics d'Hanoï, cet été, maintenant, on voit vraiment une très, très bonne coordination, et peut-être meilleure que ce qu'on peut voir, nous, en France, entre des médecins et des pharmaciens sur des vérifications d'ordonnances. Il faut savoir qu'une ordonnance dans un hôpital public, ce n'est pas tous les hôpitaux, mais l'hôpital, c'est Saint-Paul, je crois, de hôpital public d'Hanoï. Une ordonnance, elle est signée 4 fois. Et donc, ils ont une perception à la fois l'efficacité, mais aussi les dangers d'une mauvaise utilisation du médicament, qui est vraiment très aigu. Et le rôle des pharmaciens là-dessus est devenu primordial. Et là, moi, vraiment, je suis très satisfaite de ces retombées. Bravo en tout cas pour ce master qui porte ses fruits, et on voit comment vous arrivez à avoir à des postes clés finalement, des personnes qui interviennent et à changer cette chaîne du médicament. Merci à nos 3 invités de cette table ronde.